sommaire de ce journal, le président du Faso à Tokyo pour le sommet Japon-Burkina Faso sur le partenariat socio-économique entre les deux pays. Roch-Marc Christian Kaboré au pays du soleil levant rencontre d'emblée la communauté burkinabé pour donner les nouvelles du pays. On en parle dès le début de ce journal. Les maires du Burkina Faso formulent des recommandations au Premier ministre sur la question de la gestion du foncier à l'occasion des 15e journées de la commune burkinabé. La clôture des journées d'échange à Kaya à suivre dans quelques instants. Et puis la journée africaine de la statistique. C'est aujourd'hui 18 novembre, une journée qui sera commémorée 2 mai 19 novembre au Burkina Faso. Et on en parle avec notre invité, M. Bourema Ouedraogo. Il est le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le Midi Magazine de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, le président du Faso est à Tokyo où il prendra part au sommet Japon-Burkina consacré au partenariat socio-économique entre les deux pays. Roch-Marc Christian Kaboré est accompagné d'une délégation constituée de ministres dont les départements bénéficient des appuis de la coopération japonaise. Et comme à son habitude, le chef de l'État est d'abord allé à la rencontre de la diaspora burkinabé au pays du soleil levant pour donner des nouvelles du pays. Suivons le reportage de Ismaël Diloma Sirima. Pendant qu'il était 4 heures du matin à Ouagadougou, le président du Faso foule le sol japonais. Il est accueilli par le ministre japonais des Affaires étrangères. Par la suite, il reçoit les honneurs militaires dignes de son rang avant de prendre la direction de son hôtel où l'attendent les Burkinabés vivant au Japon. Après les poignées de main, il s'ensuit des échanges. Les premières questions sont dirigées vers la question sécuritaire et le président du Faso de souligner que la déstabilisation de la Libye y est pour beaucoup. Deuxièmement, évidemment également, je dirais qu'en partie aussi, il y a eu la faute des gouvernements qui ne se sont pas préoccupés également de développer les zones sahéliennes. Alors, donc de ce point de vue, toutes ces personnes qui se sentaient également marginalisées par le développement, évidemment, étaient beaucoup plus propices comme étant un terreau fertile à la mobilisation, je dirais, à la levée de troupes. La communauté burkinabé vivant au Japon s'est aussi intéressée au bilan du PNDS ainsi que les difficultés que rencontre sa mise en œuvre. Nous avons effectivement, suite à ces différentes pressions syndicales, procédé à une amélioration, je dirais des salaires au niveau donc, des fonctionnaires qui nous ont coûté près de 120 milliards sur les différentes augmentations que nous devons faire sur ce plan. Alors, c'est pour dire que, évidemment, tout cela, quand vous prenez de l'argent dans le budget pour payer des avantages, c'est de l'argent en moins pour l'investissement réel sur le terrain. La réponse aux questions semble avoir trouvé satisfaction auprès de ces Burkinabés qui sont à 17 200 km du pays, mais qui se sentent patriotes. Pour moi, si tu es patriote et que lorsqu'on t'appelle au pays, il faut répondre. Il faut répondre à l'appel. Et lorsque tu réponds à l'appel, il faut être tout droit. Par exemple, ceux par exemple, qui disent que non, il faut investir au pays, je vais par exemple donner mon expérience. Et pourquoi quand le pays t'appelle, tu ne réponds pas à l'appel? Pour moi, il faut répondre à l'appel lorsque le pays t'appelle. À la suite de ces échanges, le président du Faso devrait rencontrer le premier ministre japonais ainsi que l'empereur du Japon. Un Burkinabé à la tête de l'Union internationale des avocats à Paris et c'est tout le Faso qui en est honoré. Maître Issoufou Badio, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, est choisi depuis le congrès de Porto par ses pairs, donc pour conduire les rênes de l'UIA. C'est le premier Africain subsaharien à accéder à ce poste depuis la création de l'association. Il y a près d'un siècle, le Burkinabé promet placer son mandat au service des sans-voix. Dramane Guéné nous en dit davantage. Voilà qui consacre le tout premier Africain au sud du Sahara à la présidence de l'Union internationale des avocats depuis sa création en 1927. C'est lui, le Burkinabé Issoufou Badio. Désigné depuis Porto aux destinées de l'Union internationale des avocats pour un mandat d'1 an, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina
s'érige déjà en défenseur des sans-voix. Une justice capable de porter la voix des prisonniers abandonnés, de libérer celle du journaliste muselé, de faire retentir le cri de la femme violée, de restituer la dignité ontologique de ceux qui subissent l'histoire dans le silence. Cette immense ambition, je ne peux la réaliser seul. Elle nécessite une volonté irréductible et surtout une union solide de tous les acteurs de la justice. À la tête d'une institution où les Africains sont moins représentés, Youssouf Badio tend la main à ses frères africains. Un collègue africain sera nommé au CDD à un poste de responsabilité et 2 ou 3 autres d'entre eux seront certainement appelés pour occuper d'autres postes adjoints. Il ne serait pas en effet souhaitable de limiter dorénavant les candidatures africaines à des experts spécifiques, à l'instar de notre ami Cheikh Diop, qui est d'une part le seul Africain à diriger une commission qui, de surcroît, est consacrée au droit africain, le droit au Hada. Ancien pensionnaire du Prytanée militaire du Kadiogo et du lycée Philippe Zenda Kaboré, Youssouf Badio a dirigé l'ordre des avocats du Burkina entre 2009 et 2012. Il occupait la vice-présidence de l'Union internationale des avocats avant d'accéder au plus haut sommet de l'organisation dont le siège est à Paris, en France. Actualité nationale à présent, mettre à la disposition des collectivités territoriales des outils de gestion et de planification pour éviter l'accaparement des terres, clarifier le rôle de chaque acteurs dans la gestion foncière. Ce sont là quelques recommandations des maires au terme des 15e journées de la commune burkinabé. Les premiers responsables des collectivités décentralisées expriment leurs préoccupations au Premier ministre à travers des échanges directs. La clôture des journées à Kaya est suivie pour nous par Assier Dilarérien et Tangaka Fando. 2 heures d'échange entre les maires du Burkina et le Premier ministre Paul Kabatieba. Des échanges sur la thématique centrale de la 15e édition des journées de la commune burkinabé, mais aussi sur bien d'autres préoccupations des maires comme le transfert effectif des compétences et des ressources. Les maires sont engagés résolument et dans une gouvernance vertueuse du foncier. Nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour que les outils de planification urbaine puissent être mis à notre disposition, pour que le transfert des ressources qui vont permettre aux différentes communes de faire des plans d'occupation de sol par rapport à l'orientation d'aménagement urbain du ministère, nous puissions les mettre en œuvre. À toutes ces préoccupations évoquées, Paul Kabatieba a rassuré, le gouvernement fera tout pour accompagner l'engagement des collectivités territoriales à relever le défi de la bonne gestion foncière. Cette question de la gouvernance foncière vient à point nommé, dans un contexte où le gouvernement vient de lever l'interdiction de lotissement, notamment en ce qui concerne les communes, mais autre que celle de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, nous avons encore un travail d'appurement. Il y a par exemple la question du transfert des compétences et la question subséquente du transfert des ressources aux communes. Là, je donnais donc des assurances aux maires sur l'engagement du gouvernement à réaliser l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2020, à savoir transférer aux communes au moins 15% du budget de l'État. On est désormais assez étoffé, ça a été un renforcement de capacité. Alors nous sommes désormais assez outillés pour affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour un devenir meilleur de nos collectivités. La 15e édition des journées de la commune burkinabé a connu la participation de plus de 300 maires, une participation record selon les organisateurs, et en marge des discussions, il y a eu la rue marchande et des activités culturelles et sportives. Page entretien de notre journal, un entretien que nous consacrons à la journée africaine de la statistique commémorée le 18 novembre, mais commémorée au plan mondial le 18 novembre, et c'est demain 19 novembre que cette journée est commémorée au Burkina Faso. Notre invité est M. Bourema Ouedraogo, il est le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il va nous donner toutes les précisions concernant cet événement au Burkina. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Alors, première question, quelle est la place des statistiques dans un pays comme le Burkina Faso? À quoi servent véritablement les statistiques au Burkina Faso?
Merci madame, merci à la RTB de nous donner encore une fois de plus l'opportunité de parler de statistiques sur votre plateau. Disons que les statistiques constituent un outil très important pour les pays, les États modernes, parce que véritablement ce sont des éléments qui contribuent à la prise de décision. Aujourd'hui, pour faire de la planification, pour identifier les priorités, et également pour évaluer les différentes politiques qui sont mises en place, il est nécessaire de disposer des statistiques officielles pour pouvoir le faire. Donc les statistiques sont importantes à la fois pour l'État, pour les décideurs, mais elles sont importantes également pour les entreprises qui ont besoin de comprendre l'environnement économique, comprendre également comment les phénomènes économiques évoluent et prendre les décisions. Et bien sûr, pour les citoyens également, les statistiques sont importantes pour comprendre donc, les décisions prises par le gouvernement et également donc, comprendre quel est l'impact de ces décisions donc, sur les vies. Est-ce que vous pensez qu'on utilise de façon efficiente les statistiques produites au Burkina Faso? Est-ce que le Burkina Faso utilise de façon en tout cas pertinente les statistiques qui sont à sa disposition? Nous disons que la statistique ou les statistiques constituent en fait des outils de décision à côté également d'autres outils de décision. Au Burkina, nous pouvons dire qu'au plan officiel, il y a quand même une très bonne utilisation de la statistique parce que les statistiques sont très demandées pour orienter les décisions, pour également donc, planifier, pour identifier les priorités, comme je le disais. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des unités statistiques dans presque tous les ministères pour pouvoir donc, produire les informations et les mettre à la disposition des utilisateurs. Alors, parlons de la qualité maintenant des statistiques produites à l'INSD. Comment vous appréciez la qualité des statistiques que vous produisez? La qualité s'apprécie à travers donc, un certain nombre de principes et de règles, et notamment le principe de la pertinence, et la viabilité, la continuité, la cohérence, la comparabilité, bien sûr d'autres principes, donc l'exactitude notamment. Donc au niveau de l'INSD comme au niveau des autres structures statistiques, il y a quand même des dispositions qui sont prises pour s'assurer que les statistiques produites sont de bonne qualité, de très bonne qualité et répondent aux besoins des utilisateurs. En ce sens, il y a un certain nombre donc, de dispositifs réglementaires, des textes, donc notamment la loi sur la statistique, avec un certain nombre de décrets qui donc, encadrent l'activité statistique au Burkina. Et nous appliquons également les principes fondamentaux de la statistique des Nations Unies et les principes de la statistique, de la Charte africaine de la statistique, qui permettent de garantir quand même de la bonne qualité au niveau des statistiques Alors, officielles. conformément au thème de la journée africaine de la statistique, en quoi la qualité des statistiques peut assurer la bonne gouvernance, la transparence et le développement inclusif? Quel est le rapport entre la qualité des statistiques, la bonne gouvernance, la transparence et le développement inclusif? Je dirais déjà que si les statistiques ne sont pas de bonne qualité, bien sûr que toute décision qu'on prendra à partir de ces statistiques seront des décisions biaisées ou erronées. Donc, ce qui fait que d'abord la statistique est très importante. Donc, la qualité de la statistique est très importante. Pour ce qui est de la bonne gouvernance et le développement inclusif, on peut dire que la bonne gouvernance, selon la Banque mondiale, c'est la capacité des États à assurer une gestion efficace de ressources, également à mettre en place des politiques pertinentes et bien sûr le respect des droits et autres principes donc, de la bonne gouvernance par l'État et les citoyens. Donc ce qui veut dire que pour pouvoir déjà mettre en place des politiques pertinentes, il faut disposer des statistiques, savoir quelles sont les priorités nationales, quelles sont les zones où les personnes qu'il faut cibler donc, dans le cadre des politiques, savoir mesurer peut-être quelle est la quantité peut-être des services et autres qu'il faut disponibiliser donc, pour pouvoir résoudre
ou répondre efficacement aux besoins des populations. Alors, on va parler de la commémoration de la Journée africaine de la statistique demain au Burkina Faso, le 19 novembre. Qu'est-ce qui est prévu au programme de cette journée? Merci. Donc, pour cette célébration, je rappelle que c'est une cérémonie donc, que nous avons prévue demain à 14h, la cérémonie officielle, et placée sous la présidence de Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, avec le parrainage de son Excellence l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne. Donc, au menu de cette cérémonie, nous avons une conférence animée par le secrétaire exécutif du RELAC, bien sûr parce que le thème est lié à la bonne gouvernance, mais également ce thème se rapporte donc au thème du sommet africain et de l'Union africaine qui est de remporter la lutte contre la corruption et un chemin donc, de développement durable pour la transformation de l'Afrique. Donc ce qui fait que nous avons donc un thème lié donc à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, animée par le secrétaire exécutif du RELAC. Si vous permettez, je voudrais dire également que ce n'est pas la seule manifestation. Donc, nous avons dès mercredi donc, une séance d'aérobic au niveau de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Voilà, pour permettre donc aux uns et aux autres de célébrer cette journée encore ensemble dans le sport. Mais nous avons en plus de ça le jeudi, donc à 15h, nous avons un tournoi de football avec deux oppositions, notamment les femmes contre les directeurs et bien sûr donc un match contre le club de la presse. Donc nous allons jouer également donc, avec la presse. Et enfin, je voudrais signaler que nous avons le mercredi 28 novembre une cérémonie de prestation de serment au niveau du Palais de la Justice sous le parrainage de M. Bamouri Ouattara, qui était l'ancien DG de l'Institut national de la statistique et de la démographie et secrétaire général du Premier ministre. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, qui est venu sur notre plateau pour nous parler de la commémoration de la Journée africaine de la statistique. Restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons partir dans la région du Nord où les producteurs dans le Passoré ont le sourire aux lèvres et en ce moment, donc, pour cause la bonne moisson enregistrée en cette fin de campagne humide dans la région, les rendements sont plus que satisfaisants et le seul bémol, comment conserver cette production abondante? Il faut dire que ce n'est pas souvent que l'on a affaire à une campagne agricole excédentaire dans la région. Voyons tout cela avec Irénée Kabouré et Alex Zagré. Dans la région du Nord, l'heure est aux dernières activités champêtres de la campagne agricole, les récoltes céréalières. Et dans le village de Petit Samba dans le Passoré, quelques rares champs de mil ou du sorgho ont toujours les épis sur pied. Il faut vite passer à la récolte sans que les prédateurs n'agissent. Ici, à Samba, la saison nous a été trop favorable. Nous sommes dans la dernière phase des récoltes. Si ça tarde encore, ça risque de se gâter. Munis de coupe ou de machette, ces moissonneurs, qu'ils soient individuels ou en association, ont à cœur de repartir à la maison avec ces précieux épis après 3 à 4 mois de dur labeur. La campagne a été très généreuse pour nous. Nous sommes très contents de voir un tel rendement. Il n'y a rien de tel si à la fin d'une saison, on sort tous enthousiastes. Une chose est d'avoir de bonnes récoltes, une autre est de savoir la conserver. Et en la matière, les producteurs ont construit des greniers et des hangars. Il nous faudra encore construire des greniers pour pouvoir stocker toutes nos récoltes. Pour le moment, ce que nous avons récolté, nous les gardons sur ces hangars ou en brousse en attendant de trouver de nouveaux greniers. À Petit Samba, village situé à 7 km de Yakou, Pascal Sawargo dit penser déjà comment conserver l'excédent qu'il va réaliser cette année. Pour l'excédent céréalier, nous allons le gérer avec nos épouses pour ne pas trop gaspiller. Je crois que la famine de la saison dernière est une belle expérience qui va nous aider à bien gérer nos céréales.
Avec les organisations, en tout cas paysannes ou bien les producteurs, nous continuons en tout cas à les sensibiliser donc, sur la gestion en tout cas de ces stocks-là. Parce que si c'est mal géré, c'est sûr que l'année prochaine on peut se retrouver en tout cas dans une situation en tout cas d'insécurité alimentaire, même si on a bien produit. En attendant les données statistiques de la campagne agricole de 2018, la direction provinciale en charge de l'agriculture du Pastoré s'apprête à parcourir les villages pour des séances de sensibilisation. Toute chose qui va sans doute permettre aux producteurs de s'orienter aussi vers l'acquisition des sacs de conservation. Un projet de construction d'un port sec dans la banlieue de la capitale burkinabé est en discussion entre Dubaï et le Burkina Faso. Le port de Djebel dans les Émirats arabes unis est le 9e port le plus fréquenté au monde et l'opportunité de cette plateforme est une aubaine pour les hommes d'affaires burkinabés qui fréquentent la ligne Dubaï de faire des opérations à partir de la capitale burkinabé. On en sait davantage sur ce projet avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traouri. Le port de Jebel Ali est situé à 35 km au sud-ouest de Dubaï. C'est dans le golfe Persique. Ce 6 novembre 2018, il nous ouvre ses portes. Construit à la fin des années 70 pour compléter les installations du port Rachid, il couvre aujourd'hui une superficie de 134,68 km². Il est géré par la société DP World. We are attracting over 200 services. Le port de Jebel Ali lui-même est un port qui manipule l'équivalent de 15 millions, je dirais, de conteneurs par an. C'est le 9e port dans le monde. Le port de Jebel Ali, il y a 200 services maritimes ou 200 lignes maritimes, connexions qui passent par le port de Jebel Ali. Et le port de Jebel Ali est bien entendu connecté à tous les ports ou la majorité des ports dans le monde. Au-delà de ses activités maritimes, DP World déploie sa logistique dans les pays sans façade maritime. Elle a construit un port sec à Kigali et à Bamako. Et selon son premier responsable, ces infrastructures font la fierté des bénéficiaires. Les Burkinabés peuvent aussi se réjouir. La société a un partenariat avec le Burkina Faso. De bonnes relations qui ont abouti à un projet de construction d'un port sec à Ouagadougou. Une belle opportunité pour les importateurs et exportateurs burkinabés qui pourront bénéficier de facilités pour leurs activités. Au lieu d'être obligé, je dirais, de partir au niveau du port, donc pour faire toutes les activités ou toutes les démarches administratives à faire donc, au niveau du port, soit personnellement ou à travers un transitaire. Donc en fait, le consommateur ou le commerçant a la possibilité de faire ça directement à partir de son terminal informatique. L'objectif principal étant d'être sûr, je dirais, qu'à la fin, je dirais, de la mise en place de cette vision de développement, le consommateur final puisse voir ça dans le marché. L'exportateur burkinabé va avoir la possibilité d'ouvrir, je dirais, d'autres opportunités de marché parce que il a réduit sa facture logistique, ce qui lui a permis d'être plus compétitif sur le marché international. Les démarches sont en cours. Les premiers responsables de la société ont eu des échanges avec le ministre burkinabé du Commerce. Les études de faisabilité sont en cours et DP World dit être impatient de développer le projet au pays des hommes intègres. Des cadres de la fonction publique plus performants dans leur mission quotidienne, c'est la principale motivation pour cette formation initiée à leur profit. Le renforcement de connaissances se fait autour de modules relatifs aux valeurs d'éthique professionnelle, l'approche qualité, le service clientèle, la culture institutionnelle et la gestion des ressources humaines. On ressort de cette formation encore plus apte à travailler donc, et à servir l'administration publique. Des détails avec Adam Aguiti et Maxime Zongou. Oumarou Toé reçoit ici des mains de l'un de ses formateurs son attestation de participation. Une attestation qui vient couronner une semaine d'intense formation. Au total, ce sont donc une cinquantaine de cadres du ministère en charge de la fonction publique qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité. Il y a des thèmes que nous avons développés tels que la gestion des ressources humaines, l'approche qualité, l'approche client. Et ce qu'on peut retenir à ce niveau-là, l'administration
ne doit pas avoir ce langage que nous connaissons, qui est le langage de l'usager. Désormais, nous devons voir ceux-là qui viennent vers l'administration pour des prestations comme étant des clients. Également, c'est que le client est la raison d'être de notre existence au sein du ministère. Et ça doit nous amener également à adopter un certain nombre de comportements, d'éthique et de valeurs. Cette formation, selon les premiers responsables du ministère, s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement à accroître significativement la productivité des agents publics. Une initiative destinée à transformer qualitativement et structurellement l'administration publique. On a réfléchi par rapport à une stratégie de former les hauts cadres en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion axée sur les résultats et en matière certainement d'une nouvelle culture de la reddition des comptes. Donc l'idée centrale, c'est réunir le maximum pour faire venir un expert ou des experts qui vont ensemble développer les nouvelles pratiques, les bonnes pratiques en matière de gestion administrative. 5 jours durant, des experts issus du Burkina et du Canada ont animé cette première session. Dans cette dynamique, d'autres formations avec d'autres thématiques sont également envisagées. En sport, dans un peu moins de 2 heures, les étalons seront face aux Palancas Negras au stade du 11 novembre de Luanda pour une explication capitale dans la course à la CAN Cameroun 2019. Hier, dans l'après-midi, Paolo Duarte et ses poulains ont foulé le terrain des opérations pour une ultime revue de troupes. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux dans la capitale angolaise, Konsun Koulibaly et Vincent Tiendrebego. Le dernier entraînement de Paolo Duarte n'aura pas permis de lire le choix de ses 11 étalons contre les Palancas Negras. Ce qui semble certain en revanche, Alain Traoré ne sera pas à 100% de ses moyens et des doutes subsistent également sur Issoufou Dayo. Mais Duarte veut s'appuyer sur un collectif. L'important, c'est que le groupe est solidaire, est motivé pour passer cette difficulté. Minimiser le problème, valoriser qu'est-ce qu'on peut gagner. Et c'est ça qu'on va faire demain, c'est valoriser notre qualité, minimiser la qualité de l'adversaire théoriquement. Le technicien portugais ne se leurre pas, il aura du répondant en face. Cette équipe-là a beaucoup progressé dans la dernière année. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui n'a pas grand nom au extérieur, seulement un joueur qui joue à Lazio, Roma, 7-8 joueurs qui jouent au Portugal, la Première Ligue, tous les autres jouent au championnat local. Mais c'est une équipe très bien organisée défensivement, c'est une équipe consistante. L'expérimenté général Bako, lui, imagine la clé du match. La clé du match, je dirais, c'est surtout la confiance. Je dirais qu'il y aura de la pression de tous les côtés. Donc avec notre expérience qu'on a nous, parce que je dirais qu'on a participé aux 2 derniers CAN, l'Angola pas, à nous de profiter de cette expérience aussi de la CAN pour pouvoir maîtriser le jeu demain. Le collectif, c'est pour faire le meilleur match possible et de gagner. On n'est pas basé précisément sur un joueur, mais je pense qu'on a un système en place pour faire le meilleur match possible. Le coup d'envoi Angola-Burkina, c'est cet après-midi à 15h, temps universel. Voilà, vous l'aurez bien compris, c'est Jérôme Tiendrebego qui est à Luanda pour suivre ce match pour nous. Jérôme que nous retrouvons au téléphone. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Marguerite Douagneau. Alors Jérôme, quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit, l'ambiance en tout cas avant ce match capital? Alors, comme vous pouvez imaginer, nous sommes à moins de 2 heures donc, de cette rencontre. Les étalons viennent de rentrer au stade du 11 novembre de Luanda. Il y a environ 10 bonnes minutes. Parce que nous avons été recalés journalistes, nous sommes toujours à l'entrée en train de se battre pour pouvoir entrer parce que il faut le dire, on n'a pas eu d'accréditation, aucun membre de la délégation n'a pu avoir d'accréditation, ce sont des dépôts d'organisation, comme on en voit très souvent partout ailleurs en Afrique, lors des événements comme celui-là. Mais déjà à l'hôtel, il y a environ une demi-heure, Paolo Duarte avait rassemblé ces garçons pour un dernier débriefing. Alors ils sont dans le stade, vous savez l'enjeu, Marguerite Douagneau, il n'y a pas de calcul à faire. La victoire pour une qualification pour la CAN Cameroun 2019,
Mais nous étions à l'hôtel, rien n'a filtré concernant le 11 de départ donc, de Paolo Duarte. Mais on peut imaginer, après avoir vu le travail sur les 2 derniers jours, on peut imaginer Kofi Hervé Bakou dans les pêches, la paire centrale avec Bako, Tayo qui n'est pas très certain, mais on pense qu'il pourra être commencer donc la partie Koulibaly, Steve donc à droite ou Malo, Malo. Au milieu de terrain, on peut imaginer Charles Saboré, Blati Touré, Razak Traoré en organisateur, milieu donc comme meneur de jeu. Et devant, on a pourquoi pas Préjus et Bertrand probablement en pointe. Merci Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si on peut partir confiant quand même ce soir malgré les petites difficultés que vous avez évoquées, ça et là? Pardon, je n'ai pas pu vous entendre. Non, je parlais de la confiance. Est-ce qu'on peut être confiant finalement pour ce soir? Oui, bien entendu, les garçons, le groupe a assuré qu'ils sont concentrés. Donc, les garçons sont concentrés, ils sont confiants. De toute façon, ils ont dit qu'il n'y a pas de calcul à faire. Il faut gagner si on veut être du Conseil des Nations de football en 2019. Et pour cela, ils ont des supporters, environ 600 supporters qui sont venus des Burkinabés, mais aussi des Maliens, des Ivoiriens, des Nigériens, des Sénégalais qui sont là pour soutenir les étalons. Et le coup d'envoi, c'est dans un peu plus d'une heure. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions et nous allons souhaiter beaucoup de courage et bonne chance aux étalons pour ce soir. C'est tout pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de rédaction et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale où que vous soyez.